Soyez les bienvenus dans votre émission Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éco-construction et particulièrement à l'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique est une démarche globale qui consiste à adapter la conception d'une habitation pour s'adapter au mieux à son environnement et profiter des ressources naturelles, assurant ainsi un confort optimal à ses occupants en toute saison, le tout en respectant le cadre de vie où elle est implantée. Au Sénégal, ce mode de construction commence à émerger dans le pays et pour en avoir un aperçu concret, l'équipe de Croissance Verte s'est rendue à Sangalkam, une localité située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Sur place, de nombreuses habitations sont construites sur le concept de l'architecture bioclimatique, des bâtiments écologiques solides pour répondre aux grands défis du développement durable. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de l'éco-construction sur notre continent, nous sommes avec Ibrahim Niang, ingénieur matériaux et directeur technique de l'agence d'architecture MBN. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité dans votre plateau. Merci. On se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Bachir Boudian. Sangalkam, c'est dans cette localité commune, chef-lieu d'arrondissement du Sénégal, que nous avons rendez-vous avec Mariama Badji. Jeune entrepreneur dans le domaine de l'ingénierie civile, elle a sous son lead une dizaine de personnes. Donc, je suis ingénieure en génie civil, une grande passionnée d'environnement. Donc, je fais partie des 17 jeunes ambassadeurs des Nations Unies pour la promotion des objectifs de développement durable. Donc, je suis entrepreneur aussi, cofondatrice et CEO de DNA, une entreprise de construction, mais vraiment orientée construction bioclimatique. Diplômée de l'École supérieure polytechnique de Dakar, elle a fait de l'environnement et l'éco-construction sa passion. Et ce, pour une raison. Le secteur du bâtiment, à lui seul, représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme, vous pourrez le voir, partout c'est du béton, du ciment. Et donc aujourd'hui, ces méthodes de construction sont énergivores. Donc du coup, avec DNA, l'idée c'est de proposer en fait des alternatives qui permettent de préserver l'environnement. C'est pourquoi nous utilisons principalement la terre crue et la terre cuite pour construire, parce qu'ils permettent de garantir un habitat sain et surtout de préserver l'environnement. À bord de son véhicule comme au quotidien, elle nous amène visiter un de ces chantiers en construction dans la localité. Nous allons sur un chantier sur Sangalkam. Donc là, c'est une cité, vous pourrez voir autour de vous, tout est en béton, mais de loin, vous verrez que la maison en terre cuite là-bas se distingue en fait, de par sa couleur déjà, parce qu'on a tout le temps l'habitude de voir des briques, des parpaings, tout le temps du béton, du ciment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, là, c'est un R+1 que nous sommes en train de construire pour un particulier. Nous voici dans la cité résidentielle No Fly, au cœur de Sangalkam. Ce bâtiment en construction est conduit par Design Ingénierie Architecture. Cette entreprise fait dans la promotion de l'éco-construction. Elle conçoit et réalise des bâtiments durables et écologiques pour répondre aux grands défis du développement durable. DNA a été créé, formellement en 2019. Mais nous avions commencé déjà à travailler depuis 2018 parce que tout est parti d'un projet de co-développement avec Biscaya, une organisation basque qui avait financé des salles de classe et qui avait exigé que nous, étudiants à l'époque, fassions le suivi même des travaux. Donc DNA est parti de là parce que c'était avec l'association Africa Félix Sénégal. Donc comme vous le savez, au Sénégal, les salles de classe sont pléthoriques, sont partis équiper une salle informatique. Du coup, il y avait des fondations qui avaient commencé, ils n'avaient pas les moyens pour terminer. On nous a demandé, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous étions en deuxième année à l'époque à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Et donc, nous avons fait toutes les études techniques et financières nécessaires. Nous avons monté le dossier, nous avons demandé le financement qui nous a été accordé au lieu de 2 salles de classe sur 4 salles de classe. Et le bailleur a exigé vraiment que nous fassions le suivi des travaux. Et donc, c'était l'occasion idéale pour nous lancer parce que nous voulions tous avoir notre entreprise, je veux dire, mes cofondateurs et moi, à la fin de nos études. Mais on s'est dit, pourquoi pas nous lancer maintenant, accumuler de l'expérience, commencer à travailler et d'ici l'obtention de notre diplôme d'ingénieur,
là, nous pourrons continuer le travail. La pandémie de Covid-19 dans ce contexte aura été un élément motivateur. Diplôme en poche, elle s'est associée à l'un de ses collègues pour mettre sur pied le projet qui, pour elle, répond à un besoin particulier. Construire en terre crue et en terre cuite. Alors, DNA, c'est une entreprise de bâtiments et de travaux publics fondée sur l'engagement pour le bien de la communauté et la passion pour l'innovation. Notre vision, c'est d'être des acteurs de développement durable en Afrique et cela passe par des missions comme concevoir des cadres de vie qui sont respectueux de l'environnement, mais surtout propices à l'épanouissement de tous. La construction écologique, ou même je dirais la construction bioclimatique, c'est une construction qui s'inscrit naturellement dans son environnement. Et donc il n'y a pas de définition exacte, mais c'est un ensemble de principes qui permettent de parler de construction bioclimatique. Ça prend en compte l'utilisation des matériaux, mais ça commence déjà par la conception. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien réfléchir sur le bâtiment que nous allons construire, prendre en compte, l'éclairage naturel pour qu'on n'ait pas à allumer des lampes en journée, ça nous fait économiser de l'énergie, prendre en compte la circulation de l'air pour avoir une climatisation naturelle. Et après, le choix du matériau intervient. Et donc, dans ce sens-là, nous, DNA, proposons à nos clients de construire en terre crue, en terre cuite, parce que c'est des alternatives qui, aujourd'hui, permettent, de préserver l'environnement, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment et surtout, permettent d'assurer un confort aux occupants. C'est avec méthode et soin que tout se fait. À l'œuvre, un autre ingénieur en génie civil. Lui, il est le directeur technique au sein de l'entreprise. Ce qui fait la différence entre la terre cuite et les chantiers en ciment, c'est la précision que nous allons faire au moment d'utiliser les briques, c'est-à-dire former les maçons, avoir des ouvriers qualifiés, les former, pour avoir cette précision que nous avons besoin pour faire les remplissages et la mise en œuvre en fait. Moi, je suis le directeur technique, c'est-à-dire je suis chargé des opérations durant tout le processus dans le chantier, c'est-à-dire du début à la fin. Tout ce qui est côté génie civil, c'est moi qui gère ça. Ce jeune ingénieur apporte son expertise quant au choix technique sur ce chantier. Contrôler la bonne exécution des tâches, mais aussi veiller à la rentabilité du projet et au respect des délais tout en prenant en compte le cahier des charges. Généralement, on utilise ces briques en terre cuite et aussi on a d'autres types de briques, les briques en terre crue et les ourdis antifa. Il y a aussi des ourdis que nous utilisons en terre cuite, mais généralement ça dépend du client, de ce qu'il veut carrément, pour avoir cette finition que le client veut exactement. Donc parfois on utilise au lieu des ourdis en ciment, on utilise des ourdis en terre cuite ou en tifa. Ça permet d'avoir une meilleure inertie thermique à l'intérieur du bâtiment et donc également augmenter le confort thermique à l'intérieur. La terre cuite est l'un des plus anciens matériaux de construction artificielle. Elle est obtenue à partir de la cuisson de l'argile et utilisée pour la fabrication des matériaux de construction tels que les tuiles, les carreaux ou encore les briques. Et tout ceci bénéfique pour notre cadre de vie. Après ce périple sur ce chantier en construction, cap sur la région de Thiès. Et c'est parti pour 50 km de route. Ici, c'est le siège de Africa Feliz Sénégal, une association à but non lucratif. Elle travaille d'ailleurs à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes et des femmes à travers la formation. Bonjour Moni. Bonjour Madji, vous allez bien? Merci, ça va? C'est la présidente qui nous accueille. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça va Kili? Ça change, hein?
Oui, c'est vrai. Et donc là, vous mettez des illustrations, c'est comment? Ce sont des gens qui ont laissé des appréciations, qui ne connaissaient pas la terre, qui sont venus. C'est super. Vous êtes ici à Wakili. Wakili, c'est le siège de l'association Africa Feliz Sénégal, qui est une association à but non lucratif créée depuis 2015 et qui travaille vraiment pour l'employabilité des jeunes et des femmes à travers des formations qualifiantes. Ces locaux sont construits en terre crue. Ce choix n'est pas anodin. Un choix bien judicieux, vous me direz, n'est-ce pas? Parce que quand vous êtes entré, vous avez vu qu'on est dans un microclimat et c'est doux. C'est intéressant d'y travailler parce qu'on est tranquille, on est à l'aise, on n'a pas chaud. Et le plus intéressant, on utilise moins d'énergie, c'est-à-dire il y a l'air qui entre, il y a le soleil qui tape bien, on a beaucoup de lumière, on n'a pas besoin d'avoir de ventilateur, mais aussi on n'a pas besoin d'allumer de la lumière. En tout cas, on y travaille à l'aise. Moi, je pense que ça a été le meilleur choix que j'ai fait durant la période du Covid-19. Je veux juste dire, construisez en terre, vous n'allez pas le regretter. C'est super bien en tout cas. Le plan architectural force l'admiration. Cette spécialiste en communication assure d'ailleurs que ces locaux font parfois l'objet de tourisme pour les moins jeunes. Ça va faire plus d'une année qu'on est là avec mes collaborateurs, mais on est très contents. Hier, par exemple, l'un de mes collaborateurs me disait « Ah, Présidente, vous avez tellement eu raison de nous construire le centre en terre parce qu'on y sent vraiment à l'aise. » Ils sont restés ici jusqu'à 18h avant de rentrer chez eux parce qu'il faisait chaud. C'est la pierre. Et c'est un peu normal aussi, surtout les moins jeunes, ils sont curieux. Ils veulent comprendre comment ça se fait, est-ce que c'est résistant, est-ce que ça peut être durable. Et quand ils arrivent, ils sont émerveillés. Parce que là, ils posent beaucoup de questions, on répond par rapport aux réponses qu'on a. Ou sinon, Mariama passe de temps à autre et leur explique exactement l'importance de construire en terre. C'est un bâtiment très favorable et moins de consommation. Comme vous le voyez ici, durant toute la journée, on n'allume pas de lumière et on obtient un climat très favorable. Je me sens hyper bien ici, car vous voyez, nous avons un microclimat favorable. Et c'est là que réside toute l'importance de construire en terre crue. Ici, nous sommes dans un bâtiment qui a été construit en terre crue. Tout à l'heure, nous étions dans un chantier en terre cuite. Donc, la principale différence, c'est que les briques en terre cuite sont mis dans des fours en fait. Et donc du coup élevées à une température jusqu'à 1000 degrés Celsius. D'aucuns disent que la brique de terre crue est plus écologique parce qu'elle ne demande pas vraiment autant d'énergie. Non seulement il n'y a pas de cuisson, donc c'est une brique qui est vraiment naturelle. Et donc par rapport à ses avantages également, principal aspect, je veux dire, c'est la climatisation naturelle. Parce que vous l'aurez remarqué, il fait très chaud à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a un microclimat qui nous permet vraiment d'avoir le confort qui est nécessaire pour les occupants. Et donc, du coup, c'est comme les Canaries d'avant. On arrivait à avoir de l'eau fraîche parce que c'était de l'argile. Et donc, c'est le même principe aujourd'hui avec ces briques-là. Donc, vous pouvez voir, je vais vous montrer. Donc, on a également joué sur l'architecture, comme je vous avais dit tout à l'heure. On parle de construction bioclimatique. Ça commence avec la conception. Donc, on a joué sur l'emplacement des portes, des fenêtres, pour avoir de l'éclairage naturel, circulation de l'air. Comme là, nous avons ce moucharabier-là, qui a une fonction, je veux dire, architecturale, qui est également esthétique, parce qu'elle permet non seulement d'avoir de la lumière, d'avoir de l'air, mais également, elle permet de jeter un coup d'œil dehors pour les formations qui se tiennent dans ces locaux d'Africa Feliz Sénégal. Et donc là, nous avons un patio, comme je vous dis. Tout le temps, il est nécessaire de regarder vraiment en fonction des activités de l'entreprise, de l'association. On a mis ce patio-là pour leur permettre l'après-midi, s'ils ont des after-work, de pouvoir se tenir ici, de pouvoir vraiment profiter de l'espace en fait. Selon les spécialistes, les maisons bioclimatiques ont l'avantage d'avoir moins d'impact environnemental. Entre une maison bioclimatique, respectueuse de l'environnement, et une maison classique, laquelle préférez-vous ? De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes à présent avec Ibrahim Niang, ingénieur matériaux et directeur technique de l'agence d'architecture MBN. Monsieur Niang, d'abord un mot sur notre reportage et les initiatives réalisées dans le cadre de l'éco-construction au Sénégal.
Premier mot que je peux dire, c'est déjà félicitations. Je suis très content de voir qu'il y a des jeunes au Sénégal qui sont engagés dans cette question climatique de manière générale et qui décident de faire un focus sur la construction. Donc je vois que Mariama est jeune, mais très talentueuse, avec beaucoup de compétences, et elle arrive bien à expliquer ce qu'elle fait. Et c'est surtout ça qui est important, le fait de faire comprendre aux gens l'intérêt de l'éco-construction. Alors, Monsieur Nion, quels sont les principaux avantages de l'éco-construction et plus particulièrement de l'architecture bioclimatique? Bien, alors là, il y a déjà deux termes qui ont été évoqués, mais moi, ce que je préfère comme terme, c'est construction durable. C'est beaucoup plus large, parce qu'il faut savoir qu'en fonction justement de la fonction de l'habitat, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins en termes de confort, etc., etc. Donc moi, je préfère le concept de construction durable. En fait, les avantages sont multiples. Premièrement, c'est la notion de confort. On a parlé tout à l'heure de matériaux de construction. Par exemple, la terre, elle a cette capacité de régulation de la température et de l'humidité, ce que le ciment n'a pas forcément, donc ça c'est un premier élément. Il y a également cette histoire de coût. Je pense que le coût est très important, on va peut-être l'évoquer plus tard, mais on parle de plus en plus de logement social. Comment on va y arriver? C'est tout simplement en baissant les coûts de construction, et la terre est une solution, par exemple. Donc voilà. Alors, vous préférez le terme construction durable, mais quelle est la différence entre conception bioclimatique et éco-construction? Alors, moi, je ne vois pas forcément une grande différence, parce que ce qu'on cherche en réalité, c'est de mettre l'accent sur l'aspect écologique. C'est-à-dire qu'une construction classique, elle a ses fonctions, mais l'éco-construction, ça veut dire quoi? C'est une construction qui respecte l'environnement, c'est-à-dire, en d'autres termes, on cherche la sobriété en carbone, en matière, en eau, en énergie, etc., mais tout en garantissant une qualité de confort dans toutes ses dimensions, mais également aussi en termes de coût, comme je l'ai expliqué. Le mode de construction durable peut-il s'adapter à tout type d'environnement, même les plus hostiles? Oui, justement, je pense que c'est surtout ça l'intérêt, parce qu'il faut savoir que si on essaie de faire un peu une marche en arrière, on voit qu'au niveau de certains pays, comme le Yémen, il y a la cité de Shibam. C'est une cité dans laquelle on a construit en terre, on a construit des immeubles carrément en terre, et pourtant c'est une zone qui est très aride. Ça veut dire qu'ils ont été en mesure de comprendre quel était l'intérêt d'utiliser les matériaux locaux. Ils ont maîtrisé la technique de construction, et c'est quelque chose qui marche très bien. Donc c'est une preuve que construire dans une zone aride, c'est possible. Comment les modes de construction durable permettent-ils de lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des principales causes du réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme ce que Mariam a dit dans l'émission, en tout cas dans cette capsule-là, les matériaux de construction, la construction est responsable à près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'énergie pour extraire les matériaux, pour les fabriquer, pour les transporter, pour les mettre en œuvre, etc., etc. Donc, si on opte sur des matériaux qui sont bas carbone, tout simplement, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre avec toutes les conséquences que ça a sur l'environnement. Alors, donc, comment mieux promouvoir les modes de construction durables sur notre continent et particulièrement au Sénégal? Je pense qu'il faut faire pas mal d'expérimentations. C'est-à-dire que déjà en laboratoire, par exemple, moi j'ai travaillé sur le TIFA et la terre, donc j'ai pu faire des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse pour démontrer que ces matériaux-là, justement, permettent d'avoir ce confort-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est ce que Mariam a fait justement, ou d'autres personnes comme elle, c'est le fait de construire, de faire de l'expérimentation et d'avoir le feedback des occupants, en fait, tout simplement. Parce que, comme on a pu le voir dans le reportage, les gens sont très satisfaits de la qualité architecturale, mais également du confort que ces matériaux-là procurent. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire la promotion de ce genre de construction. Mais un autre élément, c'est que, par exemple, au Sénégal, on parle du programme des 100 000 logements. Je pense que c'est une occasion vraiment pour mettre en avant ce type de construction-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ou même les maîtres d'ouvrage, de manière générale, puissent, dans leur cahier des charges, imposer le fait qu'on utilise, en tout cas, le principe de la construction bioclimatique. Après, ça peut être de la terre, ça peut être d'autres matériaux. Mais voilà, je pense que ça, c'est un point qui peut être intéressant. Les modes de construction durables offrent aujourd'hui de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cependant, à quel grand défi se heurte-t-il encore sur notre continent? Alors, je pense qu'il y a la perception. Il faut savoir que, notamment au Sénégal, peut-être que la construction en terre, c'est peut-être signe de précarité. Il y a des gens qui ont un doute par rapport à la durabilité et peut-être
dans une moindre mesure l'esthétique. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément la couleur ocre. Donc il y a tous ces éléments-là, mais voilà pourquoi on a besoin, nous en tant que spécialistes, ou que ce soit les entrepreneurs, les architectes, on a besoin, on se doit de démontrer que ces matériaux ont un potentiel architectural qui est avéré, du point de vue esthétique, mais également du point de vue performantiel. Quand on parle de durabilité du point de vue mécanique, il y a des tests qui sont faits en laboratoire. Il existe des normes justement pour montrer que ces matériaux sont de bonne qualité. Eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en avant et le présenter aux potentiels usagers ou consommateurs. Une question plus simple pour un particulier en parlant d'esthétisme. Faut-il absolument garder cette couleur ocre? Oui, alors on peut la changer. Donc en fait, ça va dépendre du type de terre. Par exemple, il me semble qu'à Thiès, il y a ce qu'on appelle le kaolin, c'est de couleur blanche. Donc on peut l'utiliser pour faire de la terre. Après, bon, il y a peut-être des questions de formulation. Je pense qu'il faut beaucoup plus d'eau, etc. Donc il y a quelques éléments comme ça à repréciser, à affiner. Mais il existe plusieurs types de terre avec des couleurs plus ou moins différentes. Ou au pire, on peut mettre des pigments, etc., etc. Alors le confort, il n'est pas visuel, il est plutôt fonctionnel. Oui, en fait, je pense qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Parce que si on prend l'exemple du ciment ou du béton de manière générale, pourquoi ce matériau-là, à un moment donné, est beaucoup utilisé? Parce que tout simplement, il permettait de construire vite, avec de bonnes performances et à moindre coût. Donc maintenant, si on vous propose un matériau, que ce soit la terre ou un autre type de matériau, il va falloir être en mesure de démontrer tous ces éléments-là, en termes d'esthétique, en termes de performance, etc., en termes de coût, etc., etc. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives que peuvent offrir les modes de construction durables en termes d'employabilité et d'entrepreneuriat, surtout auprès de la jeunesse sur notre continent? Oui, alors ce qui est intéressant notamment avec... c'est vrai que là on fait peut-être un focus sur la construction en terre, c'est un peu l'objet de cette émission, mais il faut savoir que la terre c'est un matériau qui nécessite très peu de transformation, donc très peu de technicité. Donc ça veut dire qu'on peut rapidement se former là-dessus, d'accord? Donc ce qui fait que ça c'est le premier élément. Donc il n'y a pas une grande difficulté en termes de technique de mise en œuvre. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est que vous avez de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce genre de choses-là. Vous avez des Sénégalais qui se disent, écoutez, nous on a vraiment envie de construire ou d'habiter dans des maisons qui nous ressemblent tout simplement. Donc ça c'est une perspective en termes de demande en fait. Et le troisième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est par rapport aux 100 000 logements. L'État s'engage donc à faire un certain nombre de logements. L'État s'est engagé de manière plus ou moins indirecte dans le cadre de ce qu'on appelle les CDN, donc contribution contribution déterminée au niveau national, donc à faire des efforts en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le bâtiment. Donc il n'y a plus le choix. Il faut à un moment donné switcher sur des techniques de construction qui sont bas carbone. Donc je pense que ça peut être une opportunité pour les jeunes entrepreneurs sénégalais de se lancer dans l'éco-construction. Alors, comment sensibiliser au mieux les futurs propriétaires à l'utilisation des modes de construction durables? Je pense tout simplement en mettant en avant les avantages économiques. Il y a ce qu'on appelle le coût global. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Quand vous avez un bâtiment, vous avez le coût de construction, c'est-à-dire que les moyens que vous allez mettre pour construire le bâtiment, mais après il y a l'exploitation, c'est-à-dire une fois que je suis dans le bâtiment, je vais utiliser la lumière, etc., etc. Donc, si j'arrive à démontrer à vous, tout simplement en utilisant tel type de matériaux, en ayant une conception bioclimatique, ça me permet de réduire par exemple de 30% ma facture énergétique tous les mois, et je pense que ça c'est un argument de taille. Donc, pour résumer, une habitation faite avec les modes de construction durables est plus économique qu'une maison classique faite avec les modes de construction classiques. Sur le long terme, exactement. Sur le long terme. Et même au niveau de l'entretien. Justement, au niveau de l'entretien aussi, ça c'est un point qui est très important. Voilà pourquoi je tiens à saluer ces initiatives-là, notamment celle que Mariama est en train de faire, c'est parce qu'on a besoin peut-être d'avoir plus de visibilité sur la vie en œuvre de ces matériaux. C'est-à-dire que je peux avoir un matériau qui est entre guillemets éco-matériau, mais au bout de 5 ans, il va falloir à un moment donné que je fasse de l'entretien, de la maintenance. Maintenant, il faut que je sois en mesure de quantifier. Est-ce que ça me coûte beaucoup plus cher d'être sur du ciment, sachant qu'en termes de durabilité, peut-être que je vais avoir quelque chose de mieux, plutôt qu'être sur la terre. Donc ces éléments-là, je pense que c'est des choses qui restent un peu à repréciser. Mais a priori, la terre a une bonne durée de vie. Vous pouvez le voir au niveau notamment des édifices comme la mosquée de Tombouctou.
Donc voilà. Alors, lorsqu'on décide de passer au mode de construction durable, il faut vraiment penser à ce côté long terme, en termes d'entretien de l'habitation. Exactement, parce qu'on parle de durabilité. C'est vrai que lorsqu'on parle de durabilité, c'est développement durable. Donc il y a les 3 piliers, mais évidemment, il y a les performances de ces matériaux sur le long terme. Et bien évidemment, que ce soit un matériau, une pièce ou une infrastructure, lorsqu'elle est utilisée, bien évidemment, elle se dégrade. Donc, il va falloir à un moment donné faire de la maintenance. Maintenant, cette maintenance-là, quand on est sur de l'éco-construction, il va falloir qu'on soit beaucoup plus précis sur justement toutes les activités de maintenance qu'il faudra faire. Petite question, avis d'expert, quel type de matériaux utiliser pour une habitation si on veut vraiment penser long terme? Est-ce la terre cuite, comme nous l'avons vu, ou la terre crue? Alors, c'est très intéressant. Je pense qu'une question très intéressante parce que si on essaie de voir ce qu'on appelle l'énergie grise, ça veut dire que c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour assurer le cycle de vie d'un matériau. Quand je suis sur quand j'utilise de la terre cuite, je vais utiliser plus d'énergie pour la cuisson. Donc, du point de vue bilan carbone, ce sera plus impactant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir de la terre cuite, c'est que vous avez une meilleure résistance à l'eau. Donc, vous allez avoir potentiellement moins de désordre que si vous utilisez de la terre crue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériau, quel qu'en soit le type de matériau, il faut analyser tout le cycle de vie. Il ne s'agit pas seulement de la production, mais qu'est-ce qui va se passer lors de la vie en œuvre. Donc voilà. Merci Monsieur Nian pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes ingénieur matériaux et directeur technique de l'agence d'architecture MBN. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.